Bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire dédié aux dispositifs exceptionnels et dispositifs régionaux dédiés aux entreprises innovantes et à l'innovation. Je suis Catherine Pommier, je suis directrice innovation de l'agence ADOC. Donc, je vais peut-être commencer par vous donner les règles de fonctionnement de ce webinaire. Donc, vous êtes tous en mode auditeur. Vous avez la possibilité. On vous demande de couper vos micros, mais normalement, ils sont automatiquement coupés parce que vous êtes plus de 200 participants, 237, je crois exactement, participants sur ce webinaire. On vous demande de vous mettre en mode mute. Vous avez la possibilité du coup de poser vos questions sur le petit chat que vous avez sur la droite. Nous vous réserverons les 30 dernières minutes de la conférence pour répondre à ces questions-là. Et puis, on vous enverra en fin de parcours un petit questionnaire de satisfaction qu'on vous demande de bien vouloir compléter. Et vous aurez la possibilité d'accéder à la conférence en mode déporté sur notre site web. Voilà, si vous voulez retrouver certaines réponses ou certains éléments de la présentation. Voilà, donc je vais laisser la parole à Françoise Charleux, qui est la chef de service innovation de la région Occitanie, qui va vous présenter les dispositifs. Donc, effectivement, on est là pour vous donner tous les éléments de modification et de mesures exceptionnelles qui ont été mis en place par la région pour vous aider à passer au mieux et à continuer à innover dans cette période un peu complexe. Et puis nous, l'agence ADOC, on est bien évidemment à votre disposition pour vous accompagner dans le montage de vos dossiers sur ces dispositifs. Voilà. Je te laisse la parole, Françoise, et donc tu peux démarrer. Bonne présentation. Ok, bonjour, merci à tous. Je suis donc, comme l'a dit Catherine, donc Françoise Charleux, je suis responsable du service filière innovation à la direction de l'économie et de l'innovation à la région Occitanie. Donc c'est un service qui accompagne la structuration des filières sur les filières dites stratégiques en région et qui travaille donc avec l'ensemble de l'écosystème de l'innovation sur ces filières, donc bien évidemment avec l'agence ADOC, également les pôles et de compétitivité et les clusters. Et c'est un service qui accompagne également de manière individuelle les projets portés par les entreprises qui sont inscrites dans ces filières, donc à la fois les projets de développement, de croissance et des projets d'innovation individuelle ou d'innovation collaborative. L'agence ADOC m'a demandé donc de présenter les dispositifs d'aide à l'innovation, celles qui existent d'ores et déjà et également donc celles qui ont été mises en place dans le cadre des mesures exceptionnelles liées à la crise Covid. Donc tout d'abord, je vais vous... j'ai mon slide qui ne passe pas. Alors, je ne sais pas si... Voilà. Tout d'abord, je vais vous présenter donc un panorama des dispositifs. Je ne vais pas détailler, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'ensemble de ces dispositifs, sauf donc pour la partie innovation. Tout simplement pour vous dire que la région donc a un panel de dispositifs d'aide aux entreprises qui couvre en fait toutes les étapes de la vie des entreprises, donc en allant de la création donc jusqu'à la transmission reprise, en passant par le développement et le développement international des entreprises et la partie innovation. Donc, vous pouvez retrouver l'ensemble des détails des fiches techniques de ces dispositifs sur le site de la région ou sur le site hubentreprentre.laregion.fr, qui est un site de mise en relation entre les entreprises de la région et les différents partenaires du réseau des développeurs économiques en région. Et donc l'ensemble des dispositifs d'aide sont implémentés sur ce site. Ce que je peux vous dire, donc, et ce qu'il faut retenir en fait par rapport à ces différents dispositifs, c'est qu'il y a deux grandes catégories de dispositifs d'aide. Donc vous avez les PASS, donc qui sont des outils facilement mobilisables pour répondre à un besoin ciblé.
Donc on est sur des aides d'un petit montant pour lesquelles les décisions en fait sont prises de manière rapide. On a des décisions en comité consultatif thématique tous les mois. Donc, c'est des dossiers qui ne passent pas en commission permanente, d'où effectivement une certaine souplesse de mise en œuvre de ces dispositifs et une réactivité pour pouvoir bénéficier de ces aides. Et ensuite, vous avez les contrats qui permettent d'accompagner des projets stratégiques qui s'inscrivent dans la durée. Donc, on est sur l'accompagnement d'un projet de développement, de croissance ou un projet de recherche et développement qui va effectivement être porté par l'entreprise sur une période pouvant aller jusqu'à 4 ans. Et là, on est sur des interventions beaucoup plus importantes en termes de montant et des dossiers qui sont donc présentés en commission permanente avec une régularité de ces commissions permanentes qui ont lieu à peu près tous les 2 mois. Donc voilà donc ce qu'il faut retenir sur ces types de dispositifs et la manière dont ils sont mobilisés. Alors, donc la région a mis en place, dans le cadre de la crise Covid, des mesures d'aide exceptionnelles qui viennent en fait, avec un plan d'urgence qui vient créer des nouveaux dispositifs ou adapter des outils existants. Donc là, on a eu un premier vote sur ces dispositifs d'urgence qui est intervenu donc à la commission permanente du 3 avril dernier. Donc avec un plan régional d'urgence sanitaire, économique et solidaire d'un montant de 250 millions d'euros, dont 134 millions d'euros ont été dédiés aux dispositifs économiques. Alors là-dessus, donc j'ai pas fait une présentation exhaustive de l'ensemble de ces dispositifs parce que l'objet de l'échange, c'était vraiment focus sur l'innovation. Mais bon, dans les grandes lignes, on est sur des dispositifs outils financiers avec des instruments de garantie qui viennent compléter le prêt garanti par l'État. On a un dispositif de prêt avec BPI-France qui est le prêt rebond. Je viendrai en parler dans le cadre de ma présentation. On a une intervention également complémentaire à l'État sur le fonds de solidarité nationale avec un volet exceptionnel qui a été mis en place en région Occitanie pour couvrir les besoins des entreprises qui avaient des pertes de chiffre d'affaires supérieures à 50% donc par rapport au fonds de solidarité nationale. On a mis également en place un moratoire sur les avances remboursables donc pour les entreprises qui ont bénéficié d'avances remboursables régionales et qui étaient donc dans une phase de remboursement de cette avance. Il y a également un dispositif de crise de trésorerie pour les entreprises qui sont en difficulté donc suite à la crise et qui ne peuvent pas bénéficier des autres outils existants, notamment qui n'ont pas droit à des prêts garantis par l'État. Donc celles-ci, voilà, elles ont la possibilité d'avoir un accompagnement spécifique par la région Occitanie. Donc le dispositif que je vais évoquer plus en détail, qui est le pass rebond, qui élargit en fait les conditions d'intervention du pass Occitanie, avec notamment un volet sur la partie innovation. Alors, donc, le dispositif PASS qui est donc réactivé ou en tout cas qui est modifié là, dans le cadre de cette crise. Donc, je vais juste vous rappeler les modalités du dispositif PASS Occitanie.
pour que vous voyez bien la différence entre le pass Occitanie et le pass rebond, donc qui est mis en place dans cette phase de crise. Alors sur le pass Occitanie, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on est sur un dispositif souple, un dispositif rapide qui est donc rapide à mobiliser. Alors rapide, pourquoi? Parce que c'est donc un outil d'un faible montant, puisque le pass Occitanie permet aux entreprises d'obtenir une aide maximale de 20 000 euros sur la base d'une dépense de maximale de 40 000 euros. Ce dispositif s'adresse aux entreprises de moins de 50 salariés et donc qui réalisent moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui disposent au moins d'un salarié. Ce sont également donc des entreprises industrielles ou de services aux entreprises, donc hors les services financiers, banques, assurances, immobiliers, qui sont généralement des secteurs qui sont exclus des aides économiques. Et donc, il y a un certain nombre de codes NAF qui sont éligibles. Donc, dans les grandes lignes, on est sur les activités industrielles ou de services aux entreprises. Les activités de négoce, par exemple, ne sont pas éligibles au PASS. Pour bénéficier du PASS, il faut également avoir 1 an d'existence et un bilan. Et les entreprises doivent être saines financièrement. Alors, ce pass Occitanie, en fait, il a plusieurs volets, c'est-à-dire qu'en fait, il englobe plusieurs typologies de dépenses que l'entreprise peut présenter. Donc, ce sont soit des dépenses d'investissement, investissement matériel, ou des investissements qui sont liés à des aides au conseil dits stratégiques pour accompagner le développement de l'entreprise. On a également un volet transition numérique. Donc là, ce sont pour les entreprises qui souhaitent intégrer des outils numériques dans leur process organisationnel. Donc, on accompagne sur ce volet-là à la fois les aides au conseil pour cette mise en œuvre, cette transition numérique de l'entreprise, mais également des investissements qui sont liés à cette mise en œuvre. Donc, qui peut être l'acquisition d'outils informatiques, de RP, enfin d'un certain nombre de choses qui permettent donc à l'entreprise de mettre en place cette transition numérique. Et dans la transition numérique, vous avez également donc la mise en place d'outils numériques d'accès au marché. Donc ça peut être des sites de vente en ligne, des stratégies de présence, notamment sur les réseaux sociaux, etc. Un volet transition énergétique et écologique, où donc là sont éligibles l'ensemble des dépenses qui sont liées aux prestations externes pour mettre en place des démarches d'éco-conception ou d'achat responsable au sein de l'entreprise. Et donc un volet innovation, donc qui est celui qui vous intéresse plus spécifiquement. Sur le volet innovation, on est sur une prise en charge uniquement de dépenses externes, donc d'études externes à contenu technologique. Voilà, donc ça peut être des préétudes technologiques, des essais, des modélisations, des études de faisabilité qui sont externalisées auprès d'un prestataire. Ça peut être également des études liées à l'état de l'art par rapport à votre innovation, ou des recherches d'antériorité par rapport pour la mise en place d'un brevet. Ça peut être également les frais de dépôt des brevets ou des études techniques, économiques sur de nouveaux produits ou procédés. Voilà, donc la liste est relativement importante sur cette possibilité d'accompagnement sur le volet innovation, mais voilà, limitée quand même à ces dépenses externes. Sur le taux d'accompagnement, donc on est le taux d'accompagnement est de 50% pour l'ensemble des volets, sauf pour le volet innovation, où là, on pouvait bénéficier d'un accompagnement à hauteur de 70%. Au niveau du versement, donc ça se fait sur un paiement unique en fin de programme. Donc c'est vrai que là, c'est l'entreprise qui doit avancer la trésorerie pour justifier in fine de la réalisation de son projet.
Et l'entreprise a le droit à un pass Occitanie au maximum sur une période de 3 ans. Alors, le pass rebond, donc c'est ce dispositif d'urgence qui a été mis en place, qui est un dispositif provisoire, hein, puisqu'il est valable pour une période de 6 mois, donc à compter de mars 2020 et donc jusqu'en septembre 2020. Alors, ce qui change par rapport au pass Occitanie, bon, avant tout, c'est le montant, hein, puisque la taille du projet, puisque là, on passe à des niveaux de projet très significatifs, puisque le pass pass rebond donc intègre des dossiers avec des projets jusqu'à 400 000 euros de dépenses et une aide qui peut aller jusqu'à 200 000 euros. Ce qui change également, c'est la taille des entreprises bénéficiaires, puisque donc pour le pass Occitanie, on était uniquement sur les TPE de moins de 50 salariés. Donc là, le pass rebond et s'adresse à toutes les entreprises PME, donc de moins de 250 salariés et de moins de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça, ce sont les définitions de la PME au sens communautaire. Donc les entreprises doivent être à jour de leurs obligations fiscales et sociales et ne pas être en entreprise en difficulté donc au moment du dépôt de leur demande. Donc c'est un pass, un dispositif donc qui englobe en fait l'ensemble des passes existants sur les autres thématiques également, donc le tourisme et toute la partie agri. Voilà, donc c'est un dispositif unique modifié et qui intègre, on va dire, le pass Occitanie, le pass tourisme qui existait de manière individuelle précédemment. Autre modification, ce sont les modalités de versement, puisque donc là, il y a un versement accéléré avec une avance de 50% au moment de la signature de la convention et un solde en fin de programme qui est réalisé. Une entreprise a le droit de déposer, de bénéficier d'un pass rebond simplement sur la période de crise. Et ensuite, vous avez donc les mêmes typologies de dépenses qui sont éligibles. Donc, ce qui veut dire que pour l'innovation, vous pouvez avoir un accompagnement sur des dépenses externes jusqu'à 200 000 euros sur ce pass rebond, avec une mise en œuvre et une décision qui est prise de manière encore plus rapide, puisque dans le cadre de la crise, il a été donné la possibilité au président de région de décider sans passer par des commissions permanentes ou d'autres instances décisionnaires, toutes les aides de moins de 200 000 euros. Donc, ce pass rebond répond à ce critère-là. Donc, on a mis en place des circuits de décision qui font qu'aujourd'hui, sur le pass rebond, il y a des décisions qui peuvent être prises tous les 15 jours par la présidente pour octroyer ce dispositif. Voilà, et ce dispositif s'appuie sur le régime cadre mis en place aussi par la Commission européenne dans le cadre de la crise Covid, qui est un dispositif qui permet un accompagnement, c'est un régime d'aide qui permet un accompagnement des entreprises jusqu'à 800 000 euros et qui s'inscrit en complément des régimes de minimis. Donc, ça ne vient pas obérer en fait la capacité de l'entreprise sur des projets futurs à utiliser effectivement le règlement de minimis qui limite une intervention de 200 000 euros sur une période de 3 ans auprès des entreprises. Donc voilà pour cette transformation du pass Occitanie en pass rebond. Un petit focus sur le prêt-rebond, puisque c'est là aussi un dispositif qui a été mis en place dans le cadre de la crise et qui permet de financer donc des besoins immédiats de trésorerie, notamment le besoin en fonds de roulement de l'entreprise et des investissements immatériels. Donc les investissements de recherche et développement innovation peuvent être éligibles au prêt-rebond. Donc dans le prêt-rebond, c'est donc un partenariat EXIC
qui existe avec BPI France depuis des années entre la région et BPI. Mais là, on a sollicité, on a demandé à BPI France et on a octroyé une enveloppe financière à BPI France pour mettre en place spécifiquement ce prêt rebond pour les entreprises. Donc, c'est un prêt à taux zéro qui est octroyé sur 7 ans. Il y a 2 ans de différé. C'est un prêt qui est compris entre 10 000 et 300 000 euros, qui doit être monté en parallèle d'un prêt bancaire du même montant. Les entreprises doivent avoir plus d'1 an d'existence et présenter un premier bilan. Bon, généralement, globalement, tous les secteurs d'activité sont éligibles, sauf ceux que j'ai évoqués tout à l'heure sur les aspects banque, assurance, etc., etc. Donc le prêt rebond est plafonné au montant des fonds propres de l'entreprise. Donc pour bénéficier de ce prêt, vous devez contacter directement BPI France et le plus simple, c'est effectivement de déposer une demande en ligne sur le site internet que vous voyez ici, donc mon.bpi.fr, pour bénéficier de ce dispositif sur lequel la région a engagé une enveloppe de 15 millions d'euros. Voilà, donc là, on était sur les mesures d'urgence, les mesures spécifiques qui ont été mises en place dans le cadre effectivement de la crise. Je vais vous refaire un petit panorama des dispositifs classiques qui sont toujours mobilisables sur cette période de crise, donc qui accompagnent à la fois donc les aides, enfin les projets individuels des entreprises et les projets collaboratifs. Donc là, un petit schéma de synthèse pour vous expliquer un petit peu comment s'inscrivent en fait ces différentes typologies d'aides que vous connaissez, mais peut-être pour clarifier un petit peu les choses. Donc la région intervient donc à la fois à travers le PIA 3 régionalisé, qui est un appel à projet qui a été mis en place donc, avec l'État et qui est donc géré par BPI France. Et là, donc, on va orienter les dossiers d'aide individuelle sur le PIA 3 lorsque les dépenses, les projets portent sur des budgets compris entre 200 000 et 1 million d'euros. Lorsque les dossiers, les budgets sont compris entre 40 000 et 200 000 euros ou sont supérieurs à 1 million d'euros, là, on oriente les dossiers vers le contrat innovation, donc qui est directement instruit par la région Occitanie et financé donc, soit sur crédit région, soit sur crédit fédère. Je rappelle que la région est autorité de gestion aussi des fonds européens et donc on a possibilité de mobiliser des crédits européens sur les dossiers et sur les projets innovation. On a l'habitude de présenter les dossiers de grande envergure avec des financements généralement supérieurs à 500 000 euros. Ensuite, vous avez donc les projets qui relèvent d'appels à projets collaboratifs. Donc là aussi, pour avoir une idée, clarifier un petit peu les choses sur les différentes typologies d'appels à projets que vous connaissez. Donc vous avez les appels à projets alors, qui s'appellent PSPC régionalisés. Donc c'est les projets structurants des pôles de compétitivité qui ont remplacé les appels à projets du FUI, le Fonds unique interministériel, que vous aviez peut-être l'habitude de mobiliser. Donc c'est un appel à projet cofinancé par l'État et par la région et qui va porter sur des projets compris entre 1 à 4 millions d'euros en termes de budget de dépenses. Et on est sur des projets avec un partenariat qui peut être interrégional du fait effectivement de ce financement d'une partie des partenaires par l'État. Globalement, on est sur des partenariats avec un financement 50-50 entre l'État et les régions. Bon, ensuite, vous avez des appels à projets spécifiques. Bon, là, on a mis l'appel à projet de l'ADEME, mais il y a d'autres appels à projets spécifiques financés par l'État. Et au niveau de la région, donc, il y a l'appel à projet RIDINOV qui intervient donc, sur des projets collaboratifs
d'une plus petite taille que ceux qui sont adressés au PSPC régionalisé. On va adresser des projets compris entre 100 000 euros jusqu'à 1,5 voire 2 millions d'euros, mais généralement pas plus. Et on est là sur des partenariats qui sont uniquement régionaux, donc avec l'ensemble des partenaires mobilisés autour du consortium qui sont localisés en région Occitanie. Alors, pour revenir de manière un petit peu plus précise sur le PIA 3 régionalisé, donc je rappelle qu'on est sur un partenariat entre l'État et la région, donc qui a été engagé en 2017, fin 2017, pour un montant global de 36 millions d'euros et qui porte en fait sur deux volets. Un volet innovation, donc qui est là pour accompagner les projets de recherche et développement des entreprises et les projets individuels des entreprises. Donc, sur des phases de faisabilité et sur des phases de développement, avec des financements qui se font donc soit sous forme d'avance remboursable, donc pour la partie développement, et sous forme de subventions pour le volet faisabilité des projets. Donc, ce sont des aides qui sont comprises entre 100 000 et 500 000 euros donc qui adressent surtout les PME, les ETI de manière, on va dire, exceptionnelle. Alors là, on est donc sur l'année 2020, on est sur la dernière année de programmation du PIA 3 régionalisé. Les entreprises ont jusqu'au 30 septembre 2020 pour déposer leur dossier sur la plateforme de dépôt en ligne de BPI France. Et les dernières décisions seront prises en fin d'année. Là, il y a des comités régionaux de sélection des dossiers qui se font donc entre BPI, l'État et la région tous les mois. Et pour vous donner un ordre de grandeur de l'état de consommation de ce volet PIA 3 régionalisé, volet innovation, à fin 2019, on avait engagé plus de 21 millions d'euros pour 91 projets, avec un financement à peu près 2 tiers en subvention, 1 tiers en avance remboursable. Et il reste 10 millions d'euros sur ce volet-là, sachant qu'on a fait des transferts de fonds entre le volet de structuration de filière et le volet innovation, puisque l'un est sous-consommé et l'autre, projet individuel innovation, a un certain succès. Donc, effectivement, on devrait, en tout cas sur l'année, pouvoir répondre aux dernières sollicitations avec un volume d'intervention qui sera à peu près similaire à celui de l'année dernière, où on avait engagé sur 2019 12 millions d'euros sur les projets des entreprises. Alors, un petit mot sur la partie structuration de filières. Donc là, c'est un volet de l'appel à projet qui a vocation d'accompagner en fait des structurations de filières et notamment la mutualisation de plateformes de tests par exemple, ou de plateformes d'innovation ou d'autres outils collaboratifs en fait à vocation non technologique qui vont adresser une filière dédiée. Donc on est sur un portage qui doit être réalisé par une entité privée et qui porte effectivement le projet pour l'ensemble de la filière. Donc le montage est assez complexe à mettre en place. Donc depuis le début de la mise en place de ce volet, on a accompagné 2 projets. D'où effectivement ces transferts assez réguliers de fonds entre les 2 volets pour pouvoir répondre là où il y a de la demande. Donc voilà, donc attention à ces délais par rapport aux dates limites de dépôt de dossier, puisque voilà, on est en fin de programmation de ce PIA 3 régionalisé qui courait sur la période 2018-2020. Voilà. Donc, comme je disais, on est sur une gestion complètement déléguée à BPI France.
Bon, avec une instruction quand même qui est croisée, hein, c'est-à-dire que une première analyse des dossiers est faite par BPI France et ensuite la région et la directe échangent avec BPI France pour pouvoir conforter. Le comité de sélection régionale se fait et les décisions se prennent par l'État et par la région sur ces dossiers. Un petit mot sur le contrat innovation, donc, qui est un dispositif que vous connaissez certainement bien. Alors, juste pour rappeler que c'est un dispositif qui va servir de support en fait à toute intervention au régime en recherche et développement innovation de la région Occitanie. Donc, que l'entreprise est un projet individuel ou un projet collaboratif. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ce dernier cas, lorsque vous êtes en projet collaboratif, en fait, c'est le support juridique, le contrat innovation, qui va permettre de conventionner avec l'entreprise, puisque dans le cadre d'un projet collaboratif, la région va quand même conventionner individuellement avec chacun des partenaires inscrits dans le consortium. Donc le projet, le contrat innovation prend en charge des projets de recherche et développement donc qui sont portés par les entreprises régionales ou des projets d'innovation portant sur des procédés ou des nouvelles organisations qui sont mises en place dans les entreprises. Alors, sont éligibles toutes les entreprises, de l'ETE, de la TPE à la grande entreprise, bon, même si sur ce dernier volet, on intervient à titre exceptionnel. Ce sont des entreprises qui relèvent des filières dites structurées, émergentes ou territoriales. Donc, il y a un lien quand même assez fort avec les domaines stratégiques de la stratégie régionale de l'innovation. Donc ce sont des projets qui sont supérieurs à 40 000 € de dépenses. Les aides peuvent aller jusqu'à 1 million d'euros sous forme de subvention ou 2 millions d'euros sous forme d'avance remboursable, donc sur les plus gros projets. Et il y a un volet qui concerne également ce qu'on a appelé les grands projets industriels qui sont pour les entreprises qui ont des projets d'investissement supérieurs à 10 millions d'euros et qui créent à minima 50 créations d'emplois sur la période de réalisation de leurs projets. Où là, les plafonds d'intervention de la région sont augmentés. Les interventions peuvent aller jusqu'à 4 millions d'euros en subvention et 6 millions d'euros en avance remboursable sur ce type de projet très significatif pour le territoire. Les taux qui sont applicables sont les taux du régime recherche et développement innovation, donc qui sont compris entre 25% et 45% pour les TPE lorsqu'on est sur des projets individuels. Et il y a un bonus de 15% pour les projets collaboratifs. Donc les taux sur les projets collaboratifs sont de 40% pour les grandes entreprises et peuvent aller jusqu'à 60% pour les TPE. En termes de financement, donc on intervient sur des avances au moment de la signature de la convention qui sont de 30% donc du montant de l'aide octroyée. Et ensuite, vous avez la possibilité de bénéficier d'un acompte jusqu'à 70% sur justification des dépenses et du financement du solde pour quand le projet est finalisé. Au niveau des dépenses éligibles, on est donc sur toutes les dépenses qui concourent à la mise en œuvre de votre projet de recherche et développement. Donc les frais internes de personnel qui sont dédiés en fait à la réalisation du projet, les coûts d'amortissement des machines qui sont utilisées pendant la période du projet et qui donc au prorata de leur utilisation, la partie sous-traitance, lorsque vous avez besoin de faire appel à des compétences externes pour compléter le savoir-faire de l'entreprise. Et vous pouvez avoir également des achats de consommables ou de petits matériels qui sont des achats directement réalisés pour le compte du projet. Voilà, donc ce sont grosso modo les dépenses éligibles à ce contrat innovation.
Pour vous donner également une idée du budget global de la direction de l'économie sur l'ensemble des projets innovation, le contrat innovation, ça représente à peu près 25 à 30 millions d'euros d'engagement par an sur les projets innovants, donc individuels ou collaboratifs. Je reviens donc sur l'appel à projet RIDINOV, donc pour vous redonner aussi quelques éléments. Donc c'est un appel à projet qui a été lancé en 2019 pour une période de 2 ans, donc qui va se terminer en février 2021. Donc on avait modifié justement cette typologie et le calendrier en fait de l'appel à projet pour en faire un appel à projet pour permettre de déposer en fait les dossiers au fil de l'eau. Pour permettre pour donner du temps en fait au consortium de maturer en fait les projets, de déposer des dossiers qui soient effectivement bien complet et bien réfléchi en tout cas dans la réflexion globale. Donc on est sur des projets comme j'ai dit tout à l'heure compris entre environ 100 000 euros et 1,5 million d'euros. Les partenaires, donc il faut qu'il y ait au moins 2 partenaires engagés sur un projet et une PME qui soit porteuse de ce projet collaboratif et qui soit bien évidemment, donc l'ensemble des partenaires doit être localisé en région Occitanie. Donc ces partenaires doivent avoir un accord de consortium qui les lie et les fonds propres des entreprises doivent être à minimum équivalent au montant de l'aide sollicitée. Les projets doivent être de 36 mois, 36 mois avec exceptionnellement on peut monter jusqu'à 48 mois et sont portés sur les thématiques, les 11 thématiques que vous avez ici sur la slide et qui comprennent les 7 thématiques de la stratégie régionale de l'innovation. Les règles à respecter quelques règles à respecter sur le portage des projets, notamment le porteur ne doit pas dépasser plus de 70% des dépenses du coût global du projet et les entreprises partenaires doivent à minima porter 50% du projet. C'est-à-dire que ce n'est pas des projets qui sont portés par les laboratoires, mais bien des projets portés par les entreprises. Donc le cahier des charges de l'appel à projet RIDINOV est toujours disponible sur le site de la région Occitanie. Donc au niveau de l'instruction, on s'est donné la possibilité de demander l'avis d'experts extérieurs qui sont soumis bien évidemment à des règles de confidentialité pour nous aider sur certains sujets à expertiser l'aspect technologique innovant des projets. Voilà, donc les objectifs qui nous engagent, nous, effectivement, à porter ce type d'appel à projet collaboratif, c'est bien évidemment en premier lieu de favoriser les partenariats entre les PME et les centres de recherche de la région et de faire monter aussi en compétences les entreprises de par effectivement ce partenariat et de la complémentarité que les entreprises peuvent obtenir en s'associant avec une autre PME ou un laboratoire régional. Voilà, donc je vais laisser la main à Catherine, mais bien évidemment pour vous rappeler que l'agence ADOC intervient donc en accompagnement de l'ensemble de ces projets, de ces dispositifs pour pouvoir bénéficier de l'accompagnement financier de la région Occitanie, donc à la fois sur les aides individuelles, mais également donc sur les projets collaboratifs de type RIDINOV, avec la possibilité aussi de nous accompagner dans la recherche de partenaires pour finaliser votre consortium. Voilà, j'en ai terminé, donc je vais repasser la main à Catherine et puis répondre à vos questions. Merci Françoise. Donc effectivement, il y a pas mal de questions, donc je vais peut-être les remonter, celles qui sont les plus récurrentes. Alors il y a pas mal de questions autour de
Comment se répart Alors, il y a une question sur le contrat innovation notamment. Comment se répartit la part subvention, la part avance remboursable? Comment ça se calcule à peu près? Alors sur le contrat innovation, on est quand même essentiellement sur des interventions sous forme de subvention. Donc là pour la partie région. Alors sur la partie avance remboursable, on le fait essentiellement sur les gros projets ou en échange effectivement avec l'entreprise parce que les modalités d'intervention sont pas les mêmes. Il y a une manière en termes de volume financier, comme vous l'avez compris, on peut intervenir de manière plus importante sous forme d'avance remboursable puisque on va calculer un équivalent subvention brute de cette avance remboursable pour répondre aux règles de la réglementation des aides d'État. Donc en fonction du projet, en fonction effectivement de la structuration financière de l'entreprise, on peut être amené à effectivement vous proposer une intervention sous forme d'avance remboursable. Et ça se fait essentiellement sur les gros projets, donc au-delà de 500 000 euros d'aide pour le contrat innovation. D'accord. Pas mal de questions aussi sur l'articulation entre les différents dispositifs. Par exemple, est-ce qu'il est possible de déposer un Redinov en même temps qu'un autre dossier de subvention type PIA3, etc. Il y a eu d'autres questions aussi autour de est-ce qu'on peut monter un passe-rebond et puis enchaîner tout de suite après avec un PIA3 ou un contrat innovation. Voilà, quelles sont tes Ouais. recommandations sur l'articulation entre les différents dispositifs Alors, et les sur assiettes? l'articulation, oui, il peut y avoir des dépôts de dossiers qui se fassent en même temps sur deux typologies de projets. Vous pouvez effectivement monter un projet collaboratif d'une part et un projet individuel d'autre part. Maintenant, on sera attentif à ce que effectivement il y ait une démonstration que l'entreprise elle a bien la capacité à mener à bien ces deux projets en même temps. Donc, on vous demandera des éléments, notamment par rapport à votre pipe de R&D, pour comprendre un petit peu comment tout ça s'articule, voir un petit peu qui en interne, qui est mobilisé sur le projet, et on va s'assurer que ce ne sont pas les mêmes personnes et que effectivement les dépenses ne se recoupent pas. Et également, d'un point de vue financier, on va regarder la capacité de l'entreprise à mener à bien deux projets en parallèle et à bénéficier de deux aides publiques en parallèle au niveau des fonds propres, hein, puisque là, c'est pas une aide en fonction du fonds propre. Là, on regardera le cumul des aides par rapport au niveau des fonds propres. Donc, c'est possible, mais ça demande effectivement pour l'instructeur d'avoir une visibilité du dépôt de ses dossiers et de bien appréhender, de bien apprécier cette capacité de l'entreprise sur tous ces volets, à la fois RH, à la fois financier et cohérence par rapport à la stratégie d'innovation de l'entreprise. Donc ça, c'est pour, on va dire, un projet collaboratif et un projet individuel. Par rapport au passe-rebond et le dépôt d'un dossier PIA3 ou contrat innovation, donc le passe-rebond, comme vous l'avez vu, il a vocation à financer effectivement des projets, uniquement des dépenses externes. Donc si vous êtes dans une phase de faisabilité, et que vous passez par le passe-rebond pour pouvoir accompagner cette phase de faisabilité, que cette phase de faisabilité vous permet d'avoir un go à l'issue des travaux, vous pouvez effectivement derrière déposer un contrat innovation qui sera la suite logique ou un PIA3 sur une phase développement par exemple, hein, qui sera donc la suite logique de vos travaux. Voilà, donc ça c'est possible, toujours effectivement avec cette démonstration de la cohérence de réalisation et de la structuration financière de l'entreprise. Voilà, effectivement, il faut les fonds propres suffisants pour faire la contrepartie de chaque programme, en fait, hein. C'est ça. Parce qu'on est quand même dans la limite des fonds propres. Pour le Redinov, est-ce qu'il faut obligatoirement un centre de recherche ou ça peut être 3 PME? Alors, ça peut être effectivement 3 PME, ça peut être 2 PME aussi, dans le schéma
le plus simple. Donc effectivement, non, le laboratoire n'est pas un passage obligé pour pouvoir répondre à la définition du projet collaboratif. Voilà. Donc là, la réponse est simple. Vous pouvez effectivement faire porter un projet collaboratif par 3 entreprises régionales. Ok, et concernant le contrat innovation, sur le volet projet collaboratif du contrat innovation, est-ce que les 2 partenaires doivent être tous les 2, comme pour le Redinov, localisés sur le territoire régional, ou un labo peut-il être en dehors de la région, par exemple? Alors, sur le contrat innovation, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un support, quelque part, c'est le support juridique. L'appel à projet, il y a un cahier des charges, et nous, nos interventions en matière de projets collaboratifs doivent s'inscrire dans le cahier des charges du Redinov, ou s'inscrire dans le cahier des charges des appels à projets nationaux, qui sont donc aujourd'hui le PSPC régionalisé, ou un appel à projet ADEME sur lequel on viendrait cofinancer en fait l'ADEME. Donc en fait, il n'y a pas de projet collaboratif hors de ce cadre, hors de ces cadres appels à projet. Donc il faut répondre aux critères des appels à projet pour pouvoir effectivement bénéficier d'un contrat innovation tagué entre guillemets collaboratif. Mais il peut y avoir un sous-traitant. Dans les sous-traitants du projet, il peut y Alors, avoir effectivement. sur les appels à projets nationaux, où effectivement donc des projets nationaux, donc il peut y avoir des partenaires qui sont portés, qui sont n'importe où sur le territoire. Donc là, effectivement, donc une entreprise peut avoir des partenaires en dehors de la région Occitanie, et ce sont soit l'État, soit les autres régions donc, où sont localisés les partenaires, qui vont porter le financement de ce partenaire. Si on est sur l'appel à projet Ridinov, il peut y avoir effectivement des partenaires hors région. Ils ne seront pas financés, ceux-là, par la région Occitanie. Et j'ai plus trop en tête les règles, mais je crois qu'il faut quand même, enfin, le projet doit quand même essentiellement être porté financièrement par le porteur qui est localisé en région. Donc oui, vous pouvez, si vous répondez aux critères du cahier des charges Ridinov, il peut y avoir un partenaire externe à la région Occitanie, mais qui ne sera pas financé par la région Occitanie. Ok. Dans le cadre du passe-rebond, les dépenses doivent être totalement engagées avant septembre 2020, ou seulement, puisqu'en fait ça s'arrête en 2020, Ouais. en Non, septembre. oui. Voilà, il y a une question sur le délai de réalisation des dépenses. Ouais, non, alors là, le passe-rebond, les délais que je vous ai donnés jusqu'en septembre, c'est la durée de mise en œuvre et de dépôt et de décision, en fait, du passe-rebond. Donc, ce qui veut Les dire dépenses peuvent qu'effectivement, couvrir les dépenses, elles sont sur 24 mois, je crois. C'est ce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais les dépenses peuvent être engagées sur 24 mois. Donc, une fois que effectivement, vous avez la durée de réalisation de votre programme qui a été établie et conventionnée, que vous pouvez réaliser donc sur cette période. Sur le passe-rebond, il y a une question de savoir si c'est sous forme de subvention ou d'avance remboursable, comme pour le contrat innovation. Donc là, voilà, une question, est-ce que c'est sous forme de subvention ou est-ce qu'il y a de l'avance remboursable dedans? Non, alors le passe-rebond, c'est uniquement de la subvention. Alors, toujours sur le passe-rebond, est-ce que les dépenses immatérielles telles que le développement informatique, marketing, communication, recrutement peuvent être financées? Donc ça, tu as déjà donné des éléments de réponse sur la nature des dépenses éligibles, mais peut-être rappeler, Alors, effectivement. ouais, alors alors sur la partie informatique, on n'est pas sur les dépenses courantes de l'entreprise. Donc, il faut quand même qu'on soit sur des projets. Donc, c'est la partie informatique, il peut y avoir je sais pas, des serveurs spécifiques, un ERP qui répondent à un projet nouveau quand même pour l'entreprise. Là, Donc, la on n'est question pas était sur... plus du développement, du développement informatique, c'est-à-dire de Ah, la du programmation. développement informatique. Ouais, Ah oui, pardon, ouais. excusez-moi, j'avais pas du développement informatique. S'il y a effectivement, ça concourt à enfin, une étude
de réalisation, un projet spécifique qui a un caractère innovant, bon, il faut le regarder, mais si c'est du développement courant ou du développement qui a une vocation avec des cahiers des charges spécifiques, pourquoi pas, il faut le regarder. Là, c'est un petit peu compliqué de généraliser parce que derrière développement informatique, il peut y avoir beaucoup de choses. Donc, il faut voir la nature des développements. Ouais. Et puis, de toute façon, ce ne sera pas du développement interne, ça sera forcément de la prestation Oui, externe. oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que les dépenses de marketing et de communication sont éligibles dans le PASS? Alors, pas les dépenses pareil, hein, ça peut être des dépenses d'accompagnement sur une stratégie marketing ou une stratégie commerciale. Pas sur de l'investissement de réalisation, par exemple de l'achat de plaquettes ou des choses comme ça. On n'est pas sur la réalisation, on est toujours sur des dépenses amont pour accompagner une entreprise sur une stratégie nouvelle ou des choses qu'elle doit mettre en place. Voilà, donc toujours avoir en tête qu'on n'est pas sur la réalisation, sur la mise en œuvre, on est sur l'accompagnement amont. Et évidemment, le recrutement fait pas partie des Et le dépenses éligibles. recrutement ne fait pas partie des dépenses éligibles sur le PASS. Ouais. Ouais, puisqu'effectivement, sur l'innovation, dès lors qu'on est sur des dépenses de personnel, c'est plutôt porté soit dans le cas du PIA3, soit dans le cas du contrat innovation. C'est ça. Ok. Je continue à dérouler. Il y a beaucoup de questions. Il y en a d'autres qui arrivent en plus. Le prêt rebond peut-il accompagner un prêt innovation R&D qui vient d'être signé? Alors, je ne sais pas ce qu'on entend par prêt innovation R&D. C'est peut-être une aide BPI. Alors, je suis pas sûre que ce soit cumulable avec une autre aide BPI. Il faut par contre, donc la contrepartie demandée par BPI France, donc c'est soit un prêt qui est mis en place par l'entreprise, donc de façon concomitante au prêt rebond, mais ça peut être également un prêt que l'entreprise a mis en place dans les 6 derniers mois. Donc, il y a une question de rétroactivité, une analyse qui est faite quand même par BPI sur cette contrepartie. Et ça peut être également un apport en capital ou un apport en compte courant, par exemple, qui vient faire cette contrepartie de l'entreprise, quoi. Ça peut être ça aussi. Donc il peut y avoir une souplesse, hein, effectivement, dans la partie, on indique bien contrepartie financière avec un prêt minimum du même montant. Voilà, il y a quand même une souplesse sur cette notion de contrepartie qui peut être élargie à des apports soit réalisés précédemment dans les 6 derniers mois, soit effectivement des apports en capital en compte courant. Il y a une remarque sur le fait que les PGE ne sont pas limités aux fonds propres pour les entreprises innovantes et pourquoi est-ce le cas du prêt rebond? Bon, ça, c'est les règles d'attribution classiques. Oui, ça, ce sont les règles d'attribution des prêts, des prêts BPI et de l'ensemble des aides publiques. Hein. Et il y a une question pour savoir si on peut adosser un PGE à un prêt rebond. Non, c'est toujours. Oui, pour moi, il n'y a pas d'incompatibilité, parce que le PGE peut être effectivement la contrepartie du prêt rebond. Et le prêt rebond est limité aux entreprises de plus de 3 salariés, c'est ça? Alors, non, le prêt rebond, il est normalement pour les entreprises, la seule limite, c'est 1 an d'existence et un bilan. Donc, il n'y a pas effectivement, à ma connaissance, de notion de taille, notamment de niveau de niveau effectivement de salariés dans l'entreprise. Ok. Pour les entreprises qui subissent une forte perte de capital, c'est-à-dire supérieure, qui ont une perte supérieure à 50% de leur capital, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, donc là, effectivement, on est sur ce qu'on appelle entreprise en difficulté au sens communautaire. Donc la Commission européenne donc définit les entreprises en difficulté donc pour les entreprises qui ont plus de 3 bilans, hein, ce qui n'est pas vrai pour les jeunes entreprises qui
qui peuvent effectivement faire des pertes et ne pas être considérés sur les 3 premières années de leur existence comme étant en difficulté. Mais dès lors que l'entreprise a plus de 3 ans d'existence, enfin 3 bilans, et qu'elle affiche des fonds propres inférieurs à la moitié de son capital social, c'est même ses capital social plus prime d'émission, hein, si elle a fait éventuellement une levée de fonds, elle est considérée comme étant en difficulté, ce qui veut dire qu'elle est exclue de l'ensemble des régimes d'aide de droit commun, donc le régime RDI, le régime PME, l'ensemble effectivement donc, des dispositifs que l'on vient d'évoquer et qui sont sur les régimes d'aide de droit commun. La seule possibilité, c'est le dispositif crise de trésorerie, éventuellement, ou un dispositif qui est une dispositif d'entreprise en difficulté, qui existe aussi au niveau de la région Occitanie. Donc là, il faudra que l'entreprise se retourne vers nos services pour qu'on puisse voir comment traiter éventuellement son cas. Ok. Est-ce qu'une entreprise de négoce qui développe un projet R&D dans le domaine de la cyber economy est éligible au pass rebond? Parce qu'il y a l'histoire de code NAF. Ouais, alors ça, il faut regarder les codes NAF parce que bon, c'est un petit peu la contrepartie de cette souplesse et de cette réactivité, c'est que il y a des critères très précis et on coche ou on coche pas la case. Donc, il faudrait que vous alliez voir effectivement l'ensemble des codes NAF éligibles. Après, c'est vrai que sur les sujets cyber, il y a des choses importantes un intérêt certain, on va dire, pour accompagner ce type de projet. Donc après, il faut regarder si on ne peut pas utiliser d'autres outils, voir le contrat innovation, le contrat expertise. Voilà, il y a peut-être des choses à regarder, mais en tout cas pour le pass rebond, il y a cette contrainte au niveau des codes NAF, effectivement, qui pour les entreprises de négoce peut les rendre, enfin les rend a priori inéligibles. Ok. Pour les entreprises qui sont créées depuis janvier 2020, c'est-à-dire qui ont moins d'un an, quels sont les dispositifs qu'elles peuvent activer? Alors, à part effectivement le pass qui demande un an d'existence, un an, enfin un bilan, les contrats innovation sont ouverts aux entreprises jeunes qui viennent d'être créées. Et puis il y a tout un panel de dispositifs le dispositif Startup, qui est là pour accompagner les entreprises en création. Donc, je vous invite à regarder en détail ce que peut financer le Startup. Et voilà. Et après, si c'est vraiment sur des projets, une jeune entreprise innovante qui a des projets d'innovation et qui veut être accompagnée sur un contrat innovation, le contrat innovation peut être mobilisé sous réserve, bien évidemment, de la structuration financière et du niveau de fonds propres de l'entreprise. Je complète sur les fonds propres pour les jeunes entreprises de moins de 3 ans. Elles peuvent mobiliser le fonds d'amorçage Créalia, qui peuvent remonter un petit peu le niveau de fonds propres et permettre effectivement de faire la contrepartie d'un contrat innovation. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé de Créalia, mais ça fait partie des outils qui permettent de consolider les fonds propres en création d'entreprises innovantes. Est-ce qu'un prototype est éligible au pass rebond, au pass Occitanie sur le volet innovation? Je pense que... Le proto, oui, s'il est effectivement sous-traité, oui. Enfin, c'est les dépenses externes, effectivement, oui. du prototypage, du prototype. Oui, qui conduisent effectivement à la réalisation du prototype, oui, qui vont être éligibles. Une question sur un groupe. Donc une société, deux filiales qui font partie d'un groupe. Alors là, il y a la taille des filiales, mais il n'y a pas la taille du groupe. Demande s'ils peuvent bénéficier du pass. Alors, un groupe... Donc, le pass rebond, comme je vous l'ai dit, c'est pour les entreprises, donc les PME de moins de 250 salariés et de moins de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, la définition de la PME au sens communautaire.
donc là, cette définition, elle se fait de manière agrégée en fonction de la détention capitalistique, de l'organigramme juridique en fait de l'entreprise. Donc une analyse qui est faite au niveau de l'entreprise pour voir si elle répond bien à cette définition de la PME au sens communautaire. Donc si une entreprise est détenue par un groupe et que alors il y a des consolidations qui se font en fonction, mais non, si un groupe, que l'entreprise est détenue par un groupe à plus de 25%, voilà, a priori, elle ne sera pas PME, elle sera considérée comme une grande entreprise et donc elle ne pourra pas bénéficier du pass rebond. Bon, après, dans le groupe, c'est effectif. Il peut y avoir des groupes, parce que moi je vois des groupes, alors c'est pas des grands Oui, groupes, mais il peut des y avoir groupes des qui ont groupes moins de de moins de… 250 Oui, tout salariés. à fait. Ça, c'est La limite, c'est analysé au cas par 250 cas. salariés. Voilà, la Mais en limite tout est à cas, 250 salariés. l'appréciation se fait selon les règles de définition pour définir le statut d'une entreprise, donc en agrégeant euh, lorsqu'il faut l'agréger, donc les actionnaires, les sociétés mères ou les filiales. Donc ça s'analyse de manière globale. Ok. Il y a une question pour savoir si la région a prévu des dispositifs spécialement dédiés aux startups dans le cadre pour faire face à la crise, ou en fait c'est juste une adaptation des dispositifs actuels. Là, je vous ai présenté les dispositifs qui ont été effectivement mis en place dans le cadre de la crise. Donc on est en train de travailler sur des plans de relance par filière. Donc il y a des choses qui vont être proposées dans les mois à venir. Mais pour l'instant, sur les mesures d'urgence qui ont été mises en place donc début avril pour la crise, on est sur des dispositifs qui sont pas forcément dédiés aux startups, qui couvrent un certain nombre d'entreprises, mais effectivement, les entreprises de moins d'un an sur le pass rebond ne sont malheureusement pas éligibles. Donc elles peuvent bénéficier des autres dispositifs qu'on a évoqués tout à l'heure, mais pas le pass. Ok. Est-ce que c'est possible de cumuler les dispositifs d'aide à l'innovation et les dispositifs d'aide à l'export? Par exemple, une entreprise qui exporte, qui est tournée vers l'export et qui en même temps innove, est-ce qu'elle peut cumuler Ouais. les deux? Oui, on a régulièrement en fait des dossiers qui sont engagés, on va dire, de manière sur les mêmes commissions permanentes. On voit les dossiers à la fois sur l'innovation et sur l'export. Là aussi, on regarde et on se parle avec nos collègues de l'export pour pouvoir effectivement avoir une appréciation globale du projet et notamment on regarde du niveau des fonds propres. Il y a une appréciation donc, du cumul des aides sur le dossier pour pouvoir vérifier qu'effectivement le niveau de fonds propres de l'entreprise est suffisant pour bénéficier de ces deux aides cumulées. D'accord, donc effectivement, c'est toujours une Mm. analyse globale. On peut cumuler deux dispositifs sur des dépenses différentes, par exemple un contrat innovation, un contrat export, dans la mesure où on affiche le niveau de fonds propres équivalent à la C'est ça, subvention perçue. Okay. c'est ça. J'ai vu des questions aussi sur comment on fait pour identifier des bons prestataires. Alors ça, c'est peut-être nous qui pouvons plus Mhm. répondre dans le cas justement des passes rebonds où on veut identifier des bons prestataires. Donc ça dépend effectivement du secteur d'activité dans lequel vous êtes, mais sachez que Ad-Hoc les chargés de mission d'Ad-Hoc peuvent vous aider en fonction des thématiques sur lesquelles vous travaillez à vous recommander des prestataires. Vous donnez en tout cas des choix de prestataires qualifiés ou vous voir quand vous avez des devis, vous aider à identifier les points de faiblesse qu'il peut y avoir dans le devis et vous aider dans la contractualisation avec votre prestataire. Donc ça, n'hésitez pas à vous rapprocher des chargés de mission innovation d'Ad-Hoc parce qu'ils ont un gros réseau justement de sous-traitants, prestataires divers et variés dans tous les domaines de l'innovation de la région. Et ils peuvent vous aider à qualifier votre prestataire et même à négocier certains points clés dans la prestation, des points de vigilance aussi à avoir. Je crois qu'on a fait un peu tout le tour des questions.
Ah oui, alors là, il y a une question sur les associations. Quelles sont les conditions pour les associations dans le cadre du contrat innovation? Je ne crois pas qu'une association puisse bénéficier du contrat. Alors si, mais on est sur des associations qui ont, je crois, au moins de 50% de leur activité qui est quand même une activité commerciale. Donc voilà, donc ça dépend, ça va dépendre aussi de la structure, hein. On a des associations. Alors le contrat innovation n'est pas uniquement géré par le service filière innovation. On a un service économie sociale et solidaire, par exemple, qui peut porter certains dossiers d'innovation qui sont réalisés par les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc il y a une ouverture effectivement de ce fait-là à certaines associations, mais les associations doivent effectivement démontrer qu'elles ont, pour une partie en tout cas de leur activité, une activité commerciale. Ok, donc effectivement, beaucoup de questions pour savoir si les dépenses internes de salariés peuvent être prises en charge en passe-rebond. Donc on répète, non, il n'y a pas de... voilà, les dépenses de masse salariale ne sont pas éligibles au pass, seules les dépenses de prestations externes peuvent être couvertes. C'est ça. Bon, là, c'est des questions relatives à BPI. Vu le manque de visibilité, quelles conditions BPI exigera-t-elle pour le pré-rebond? Les fonds propres, hein, Oui, les fonds propres, oui, les fonds propres. Y a pas, ces dispositifs-là sont faits, il n'y a pas de garantie sur l'entreprise, il n'y a pas de garantie sur le dirigeant. Ce sont des prêts à taux zéro. En fait, l'intervention de la région vient, permet quelque part à BPI d'intervenir sur ce type de projet dans ces conditions, avec des différés de remboursement de 2 ans. Voilà, donc la seule garantie qui est prise par BPI France, c'est effectivement le fait qu'elle n'est pas seule, qu'il y a un autre financeur qui accompagne le projet et le niveau de fonds propres de l'entreprise. Ouais. Est-ce qu'une école vétérinaire qui a des labos R&D peut être considérée comme un partenaire dans un projet collaboratif? Ça, il faut regarder par rapport au statut de la structure. Parce qu'on est quand même sur des centres de recherche publics. Les CRIT, par exemple, aussi sont éligibles. Donc, il faut regarder les statuts. Comme ça, c'est un peu difficile de répondre. Il faut regarder le statut de la structure. Ouais. Ok. Il y a une autre question. Alors ça arrive en succession, donc là j'ai vu effectivement un peu plus de... pour les contrats innovation, c'est quoi la prochaine date limite des dépôts pour l'instruction du dossier? Voilà, c'est quoi les délais aujourd'hui? Alors, donc là, on est en train de boucler cette semaine la commission permanente du 26 juin. Donc là, les dossiers, effectivement, sont instruits et les décisions, en tout cas les propositions d'intervention sont déjà faites. Et on n'aura pas de commission permanente avant début octobre prochain. Donc, ce qui veut dire que là, les dossiers, lorsqu'on raisonne, on a toujours un rétro-planning par rapport à la préparation de ces commissions, mais normalement, ça veut dire une fin d'instruction pour les chargés de mission du service au mois d'août pour la CP d'octobre. Donc, ça veut dire des dossiers voilà, qui peuvent être déposés maintenant, ils sont instruits. Ils seront instruits pour courant de l'été et une décision qui sera prise à la commission permanente de début octobre. Ok, il y a des demandes aussi pour des questions autour de est-ce qu'il y a des dispositifs d'aide pour la mise en place de stratégies commerciales marketing? Oui, c'est les prestations conseils. Oui, bah, là, effectivement, dans le cadre du PASS, ce sont des dépenses qui sont éligibles au volet investissement. Parce que je rappelle, sur le volet investissement, il n'y a pas que des dépenses d'acquisition de matériel, il peut aussi y avoir des dépenses de prestataires, effectivement, en conseil, un conseil stratégique. Donc là, on est typiquement dans des dépenses qui sont éligibles au PASS rebond sur ce volet-là.
Euh, Là, on est sur des questions sur le PSPC Covid. D'autres PSPC régions vont-ils ouvrir dans les mois à venir, à ton idée du calendrier? Ouais, alors sur le PSPC, donc là c'est un appel à projet État sur lequel la région participe financièrement. Bon, on est depuis quelques mois dans une phase de régionalisation des pôles de compétitivité. Je pense que vous avez certainement entendu parler. Cette question de la régionalisation du PSPC s'est posée également, ou se pose en tout cas. Ça a été un petit peu mis entre parenthèses là, du fait de la crise Covid. Donc, on n'a pas eu d'échange avec l'État sur ce sujet depuis déjà quelques mois. Mais effectivement, l'objectif, en tout cas de l'État, était de transférer la gestion du PSPC aux régions. Voilà, donc pour l'instant, pas de visibilité sur un nouvel appel à projet PSPC pour la fin de l'année. Je n'ai pas de visibilité là-dessus pour l'instant. Ok. Pour le passe rebond, une PME qui a tout juste un an, y a-t-il des exigences particulières concernant le client, un CA minimum? Non, c'est le niveau de fonds propres en fait. Oui, tout à fait. C'est pas le chiffre d'affaires. Donc beaucoup de questions qui se rajoutent. Donc, juste que j'ai le temps de les lire. Bon, beaucoup de choses sur les startups, mais on a déjà répondu. Oui, les compatibilités d'aide bourse French Tech avec Startalk, oui, c'est compatible dans la limite effectivement des fonds propres, comme on l'a déjà dit. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. J'avais une question pour savoir si on pouvait donner. Est-ce que sur tes slides, tu as l'adresse du hub? Non, je ne crois pas que sur ces slides-là, je les ai mises, mais le hub, donc l'adresse, c'est hub entreprendre tout attaché, point la région tout attaché, point fr. Ouais, tu peux répéter hub. Hub entreprendre. Il n'y a pas de tiret, c'est tout accroché. Non, c'est tout attaché, point la région, là aussi tout attaché, sans tiret, point fr. Ok, ben, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ah si, une question importante sur le de minimis, les régimes notifiés. J'ai vu une question à un moment donné, là, mais je l'ai passée. Et je pense que c'est important effectivement d'expliquer quels sont les dispositifs qui rentrent dans le de minimis. Alors le pass Occitanie, donc, bon, qui est mis entre parenthèses là, sur cette période puisqu'il est remplacé par le pass rebond, et sur le régime, effectivement, le règlement, plus exactement, le règlement de minimis. Voilà, donc il y a également le prêt rebond qui donc, a une notion de dette publique. Puisque effectivement, donc il a des conditions d'intervention qui sont considérées comme étant hors marché. Donc il y a une partie du prêt qui est donc calculée en équivalent subvention brute, qui relève là aussi du règlement de minimis. Voilà, donc il y a quand même un certain nombre d'aides qui relèvent du de minimis. Donc il faut que vous en ayez connaissance. Bon, normalement, dans les conventions qui vous sont octroyées ou dans les notifications qui vous sont envoyées, vous avez cette visibilité-là. Mais c'est vrai que lorsqu'on vous demande de faire des attestations pour bénéficier du de minimis, vous devez lister l'ensemble des aides dont vous avez bénéficié et qui relèvent de ce règlement-là. Alors sur le pass rebond, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc il y a un nouveau règlement qui a été mis en place par la Commission européenne dans le cadre de la crise et qui est spécifique et qui permet donc une intervention par entreprise à hauteur de 800 000 euros. Voilà, donc celui-ci, et ça ne vient pas obérer la capacité de 200 000 euros max sur le de minimis.
Oui, pour ceux qui ne connaissent pas le règlement, c'est effectivement, ce règlement dit qu'une entreprise ne peut pas cumuler plus de 200 000 euros de subvention ou Sur une période de d'équivalent 3 ans. subvention sur 3 ans. Donc effectivement, si le passe rebond rentrait dans ce dispositif-là, il obérerait toute capacité. Donc tu nous confirmes qu'effectivement, sur le passe rebond, on est en dehors de ces C'est critères. ça. Mm. J'ai une question également sur les dates l'instruction du passe rebond, les dates des prochaines commissions. En fait, il n'y a pas de commission. Hein. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, on est sur des décisions qui interviennent tous les 15 jours. Donc là, on avait une décision, je crois qu'on est le 14, qui est intervenue hier. Et la prochaine a lieu le 4 juin. Voilà. Et donc, il y a des dates régulières qui sont établies tous les 15 jours pour des décisions. Donc, qui nous permettent après, nous, d'éditer les actes administratifs et de vous les envoyer pour que vous puissiez bénéficier effectivement des conditions de versement de la subvention. Ok, merci. Et juste en tout début d'intervention aussi, il y avait une remarque sur le pass. Il y a quelqu'un qui a une difficulté à obtenir son code pour pouvoir déposer son dossier sur la plateforme. Donc, si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez vous adresser à Adoc, hein, puisqu'on peut essayer de voir ce qui bloque. Donc, à Toulouse, il s'agit de Laurence Ferrand, donc laurence.ferrand, F-E, @agence-adoc.com. Et sur Montpellier, sur le site de Montpellier, c'est Paul Guérin, donc paul.guérin, G-U-E-R-I-N, @agence-adoc.com. Si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez vous adresser à eux. Voilà, on me demande aussi de pouvoir récupérer les slides. Donc, en fait, cette présentation, elle sera disponible. Alors, on pourra vous les envoyer, évidemment, hein, mais si Françoise, tu en es d'accord. Mais il y a aussi cette présentation qui sera disponible sur notre site web quelque temps, là, pendant quelques semaines, pour que vous puissiez vous reconnecter et repréciser peut-être certains points de la présentation plus en détail. Voilà, j'ai pas d'autres questions là qui arrivent. Donc, il est 10h46. Donc, on peut conclure du coup. Ben, merci à tous d'avoir participé et puis on vous souhaite bon courage et on est à votre disposition si vous avez besoin d'aide pour vous orienter dans ces dispositifs et puis vous aider à monter le dossier et analyser les dépenses et voir quelles sont les aides les plus accessibles pour vous en fonction de votre situation et de votre projet. Je ne sais pas, François, si tu veux dire un mot de conclusion. Non, mais pareil, hein, effectivement, les services sont à votre disposition pour répondre à vos questions sur l'ensemble de ces dispositifs et puis vos projets en particulier. Voilà, merci de votre écoute en tout cas. Merci à tous et bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.